Bonjour à toutes et à tous. Après 2 ans d'abandon de ce projet, Graines de physique revient dans un contexte un peu particulier, me permettant de libérer un peu de temps. J'ai choisi de repartir sur un nouveau thème, plus simple et qui servira grandement par la suite, à savoir la mécanique. Ce thème est assez large et s'intéresse à l'étude des mouvements des objets non déformables, allant de la simple chute d'une balle sur le sol au fonctionnement d'un robot humanoïde. Le but de cette saison est de poser les bases de la mécanique dite newtonienne, en définissant proprement l'ensemble des outils et des concepts dont nous avons besoin pour étudier des systèmes en mouvement. Nous nous efforcerons d'effectuer le moins de calculs possible, mais l'apparition d'équations en physique et notamment en mécanique est indispensable au bout d'un moment. Après l'introduction de certaines définitions, nous aborderons la cinématique, la dynamique des objets mis en mouvement par des forces. Nous nous attarderons sur la théorie de la gravitation, l'énergie, pour terminer sur la mécanique du solide et la mécanique des référentiels non galiléens, comme celui de la Terre. Commençons donc par poser les bases de la mécanique. Le but de la mécanique est de trouver des lois qui gouvernent le mouvement des corps. Le mouvement d'un corps est la modification de sa position avec le temps. Prenons par exemple la chute libre d'une personne sautant d'un parachute depuis un avion. Situation un peu particulière mais assez pratique. Avant que celle-ci n'ouvre son parachute, elle tombe sur la Terre sous l'influence de la gravité. Pendant cette chute, d'autres forces sont peut-être à prendre en considération, comme le frottement de l'air. De plus, cette personne possède un certain nombre de membres, avec des articulations entre elles, vu qu'elle est normalement constituée. Et l'ensemble de ces mouvements est difficile à décrire. Pour un premier exemple, paraissant assez simple, ça fait beaucoup de choses à prendre en considération. Mais le but de cette saison est de pouvoir modéliser et prévoir au plus proche le mouvement de cette personne adepte de sensations fortes. Afin de simplifier dans un premier temps l'étude, nous allons considérer que cette personne, qui est composée de milliards d'atomes, de multiples membres et d'articulations, est un point. Oui, un simple point. En particulier, un point que l'on peut considérer chez une personne est son centre de masse ou son centre de gravité, situé en général vers le bas-ventre. On va alors étudier dans un premier temps, pour simplifier, le mouvement de ce point. On parle alors de la mécanique du point. On attribue alors la masse de l'objet ou de la personne à ce point, on parle alors de point matériel. On peut repérer ce point dans l'espace et par exemple représenter l'altitude du sauteur en fonction du temps. On obtient les mesures expérimentales suivantes représentées sous la forme d'un graphique avec, pour l'altitude, un axe vertical et pour le temps, un axe horizontal. On peut alors suivre le mouvement de ce sauteur. On peut également faire un petit peu plus que cela et définir la vitesse de celui-ci. Pour définir la vitesse d'un objet, par exemple prenons un cycliste, on regarde combien de temps il ou elle a mis pour parcourir une certaine distance, disons 500 mètres. Alors, on définit la vitesse comme la distance divisée par le temps pour parcourir celle-ci. Ici, à savoir 500 mètres divisé par 90 secondes, soit une vitesse de 5,5 mètres par seconde, soit encore 20 km/h. Mais ici, on a un problème. Si le cycliste a freiné ou accéléré pendant ces 500 mètres, le calcul qu'on vient de faire ne permet pas de nous renseigner sur un tel événement. Ainsi, nous venons de calculer la vitesse moyenne du cycliste sur ces 500 mètres. Mais ce qui serait intéressant de définir est la vitesse en chaque instant. Mais comment procéder ? Pour ce faire, regardons cette fois-ci le temps ΔT mis par le cycliste pour parcourir une certaine distance ΔD. Et prenons une distance ΔD très très petite, comme ça on mesurera la vitesse sur une très faible distance et pendant une très courte période de temps, et donc ainsi, de cette manière, on va définir la vitesse instantanée. Lorsqu'on fait tendre la distance ΔD vers 0, alors nécessairement le temps ΔT tend aussi vers 0, mais le rapport des deux tend vers une valeur finie appelée dérivée de la distance par rapport au temps. Cet outil mathématique permet de définir ainsi la variation instantanée d'une quantité par rapport à une autre. Ici, la distance par rapport au temps. De plus, cette quantité a une représentation graphique assez pratique. Il s'agit simplement de la pente de la tangente à la courbe. Ainsi, si on reprend notre exemple du saut en parachute, pendant sa phase de chute libre, on obtenait la courbe suivante. Pour définir et mesurer la vitesse en un point donné, il suffit de tracer la tangente à la courbe en ce point et mesurer la pente, comme ceci. Et on peut faire cela pour n'importe quel point de la trajectoire, comme ça, ou pour tous les points. Ceci permet d'obtenir la vitesse en fonction du temps, comme le montre cette courbe. On peut alors de la même façon définir la variation de la vitesse au cours du temps, par la dérivée ou par la pente de la courbe, ce qui définit ce qu'on appelle l'accélération du sauteur.
qu'on peut représenter également au cours du temps. La question est maintenant de savoir comment faire pour décrire et prédire un mouvement d'un système et quels sont les outils pour cela. La première question à se poser est: où se situe l'observateur qui voit le mouvement du parachutiste qu'on vient de décrire? En effet, si on se place sur la Terre, ou dans l'avion duquel a sauté la personne, la trajectoire du parachutiste que voit l'observateur ne sera pas la même, forcément. Il en est de même pour un autre parachutiste qui aurait sauté avant ou après notre intéressé. Afin de répondre à cette question, il est nécessaire d'introduire la notion de référentiel. Un référentiel est un système d'axes d'espace lié à un observateur donné, comme une personne sur la Terre. Cet observateur est également muni d'une horloge, permettant de mesurer le temps. Ainsi, un point est fixe dans un référentiel donné s'il ne bouge pas par rapport à ce référentiel. Par exemple, dans le référentiel du parachutiste, son sac à dos est immobile car il est toujours collé à lui. Ainsi, la notion de mouvement est quelque chose de relatif par rapport à un référentiel donné dans lequel on souhaite décrire le mouvement. Dans le cas de la chute du parachutiste du début, nous avons décrit l'altitude dans le référentiel de la Terre, comme si quelqu'un était au sol et regardait ce parachutiste tomber. Concernant l'horloge et le temps, dans la mécanique newtonienne, que nous allons décrire par la suite, le temps est une notion qui est absolue et indépendante du référentiel d'étude. C'est-à-dire que deux observateurs dans deux référentiels différents, avec deux horloges différentes, attribueront le même instant à n'importe quel événement, comme le moment où le parachutiste a sauté de l'avion. Il existe plusieurs référentiels usuels utilisés par les physiciens. Le référentiel classique est le référentiel terrestre, qui est centré sur un point de la Terre et avec des axes qui sont liés à la rotation de la Terre et qui vont tourner avec la Terre. Ce référentiel est à différencier du référentiel géocentrique, qui est lui aussi centré sur un point de la Terre, mais avec des axes qui pointent vers des étoiles fixes, donc ces axes ne tournent pas avec la Terre. Enfin, un référentiel utilisé pour étudier le mouvement du système solaire est le référentiel de Copernic. Celui-ci est centré sur le centre de masse du système solaire, et les axes pointent vers des étoiles éloignées fixes. Il existe bien entendu d'autres référentiels usuels et une infinité de référentiels possibles, mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Ainsi, nous venons de poser les bases de la mécanique, et nous décrirons par la suite comment repérer un point dans l'espace et comment mettre en équation les mouvements des objets.